Bonjour, je m'appelle Logan Carter. J'ai 33 ans et j'ai traversé suffisamment de journées ensoleillées torrides et de pluies verglaçantes pour savoir que la vie n'est jamais facile. Je suis né et j'ai grandi à Bozeman, dans le Montana, où des champs d'herbe infinis s'étendent sous un vaste ciel bleu, où le vent transporte l'odeur de la terre et des souvenirs d'enfance. Mais j'ai quitté ma ville natale à 18 ans, non par dédain, mais parce que je voulais me débrouiller seul, prouver que je n'avais besoin de compter sur personne. J'aime les machines, la façon dont les systèmes complexes vrombissent ensemble pour prendre vie. Et donc, je suis devenu mécanicien automobile. Ce n'est pas un métier prestigieux, mais pour moi, c'est tout. Je vis maintenant à Fort Collins, dans le Colorado, dans un petit appartement en location au 2e étage d'un vieil immeuble en briques rouges de la banlieue. L'appartement n'a rien de spécial, des planchers en bois qui craquent, des fenêtres donnant sur une rue calme parsemée d'érables vieillissants, et une petite cuisine toujours légèrement parfumée de l'arôme familier du curry de ma femme. Dans l'arrière-cour en contrebas se trouve un petit garage où je bricole des voitures après mes heures de travail, immergé dans l'odeur d'huile de moteur et le grondement des moteurs. Le travail est éreintant, mais chaque fois que j'ouvre un capot et que j'entends un moteur ronronner doucement après une réparation, je sens un poids se soulever de moi. C'est ma seule et unique fierté. La chose qui me fait croire que j'ai le contrôle sur une petite partie de cette vie. Ma famille se compose de 3 personnes. Moi, Grace et Sophie, notre petite fille. Grace, 31 ans, est la femme la plus forte que je connaisse, bien qu'elle ne l'admettrait jamais. Elle travaille dans un restaurant rapide en ville, endurant de longues gardes pour un salaire qui suffit à peine à rêver. Pourtant, elle garde notre appartement bien rangé et chaleureux. Chaque soir, quand je rentre à la maison épuisé et puant l'huile de moteur, Grace pose un bol de curry fumant devant moi, sourit doucement et demande « Quelque chose d'intéressant s'est passé aujourd'hui, mon amour ?» Elle sait que la réponse est généralement un hochement de tête fatigué, mais elle demande quand même, comme pour me rappeler que, peu importe la dureté du monde, j'ai un endroit où rentrer. Sophie, notre fille de 6 ans, est la lumière de ma vie. Elle a de grands yeux brillants et un sourire qui fait tout fondre. Mais son petit cœur n'est pas fort. Sophie est née avec une malformation cardiaque congénitale. À 4 ans, elle a subi une intervention chirurgicale majeure et nous pensions que les choses iraient bien. Je me souviens encore de ce jour, assis devant la salle d'opération, serrant la main de Grace, aucun de nous ne parlant, juste priant. Quand le médecin est sorti et a dit que Sophie s'en était sortie, je me suis effondré en pleurant comme un enfant. Mais maintenant, elle a encore besoin de contrôles réguliers et de médicaments quotidiens. Et chaque fois que je la vois fatiguée, j'ai l'impression que mon cœur se serre. Depuis le diagnostic de Sophie, la vie n'a jamais été facile pour nous. Un après-midi de fin d'automne, sous le ciel gris de Fort Collins, Grace et moi avons emmené Sophie pour un contrôle de routine. La salle d'examen était froide, puant l'antiseptique, et l'expression du médecin m'a glacé le sang. Il a dit que la valve cardiaque de Sophie s'affaiblissait. Si elle ne subissait pas une 2e opération dans les 3 mois, elle pourrait ne pas s'en sortir. À côté de lui, la coordinatrice financière a parlé doucement. Le coût estimé est d'environ $70 000. $70 000. Ce chiffre m'a frappé comme un coup de poignard dans la poitrine. Grace était assise à côté de moi, sa main agrippant si fort celle de Sophie qu'elle en est devenue pâle. J'ai essayé de garder ma voix stable, posant quelques questions au médecin, mais mon esprit était vide. $70 000, une somme que nous n'avions jamais vue de notre vie. Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse comme une tombe. Sophie somnolait sur la banquette arrière tandis que Grace regardait par la fenêtre, les yeux rouges. Je lui ai pris la main et j'ai dit « Nous trouverons un moyen. » Je te le promets. Mais à l'intérieur, je savais que cette promesse était aussi fragile que la brume du matin. Le poids pesait sur mes épaules, et pour la première fois, je me sentis petit, impuissant face au destin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assis dans le garage, fixant les outils qui reposaient silencieusement sous la lumière fluorescente. Le vent sifflait à travers les fentes de la porte, apportant le froid mordant de l'hiver approchant. J'ai pensé à Sophie, à son sourire, à la façon dont elle m'appelait « Papa » quand je franchissais la porte. J'ai pensé à Grace, à la nuit où elle était restée debout tard pour raccommoder mes vêtements, à la façon dont elle essayait toujours d'être forte pour nous deux. Et j'ai pensé aux $70 000, un mur immense se dressant entre nous et l'avenir. J'ai commencé à chercher tous les moyens possibles de gagner de l'argent. J'ai pris un travail de nuit dans un autre garage automobile à environ 16 km de la maison. Le jour,
je travaillais dans mon garage familier, transpirant sous les lumières fluorescentes, les mains tachées d'huile de moteur. La nuit, je conduisais mon vieux pick-up jusqu'au nouvel atelier, où l'odeur d'essence et le son des compresseurs d'air se mêlaient à l'obscurité froide. Le travail là-bas était plus dur, principalement la réparation de gros camions, mais le salaire était légèrement meilleur. Je me suis dit que si je poussais juste un peu plus fort, j'aurais une chance. Les premiers jours, j'avais assez de force pour endurer. Mais bientôt, mon corps a commencé à protester. Mes mains calleuses, gercées et saignantes à force de manier une clé à molette jour et nuit, me faisaient mal à chaque tour de boulon. Mes articulations semblaient sur le point de se disloquer. Mes yeux brûlaient par manque de sommeil et mon dos me lançait comme si un rocher pesait dessus. Mais je n'ai pas arrêté. Chaque dollar que je gagnais ressemblait à une goutte de médicament pour le cœur fragile de Sophie. Je me disais, juste une garde de plus, un jour de plus, et je serais plus près de cet argent. Pendant que je me jetais à corps perdu dans le travail, Grace devenait de plus en plus distante. Elle n'était plus la femme qui souriait et posait un bol de curry devant moi chaque soir. Elle a commencé à perdre le sommeil, ses yeux cernés de noir, ses cheveux emmêlés par négligence. Je la trouvais souvent assise en silence dans la cuisine sous la faible lumière jaune, fixant une pile de factures empilées sur la table. Elles étaient comme des couteaux aiguisés qui entaillaient notre espoir. « Logan, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était lui tenir la main et dire « Je trouverai un moyen ». La vérité, c'est que je n'avais pas de plan clair, seulement le désespoir et une croyance fragile que je devais y arriver. Avec le temps, Grace s'enfonça plus profondément dans la peur. Chaque fois que Sophie toussait, même doucement, elle se détournait, les épaules secouées. Je savais qu'elle pleurait, mais elle ne voulait pas que je le voie. Elle a commencé à me blâmer, bien qu'elle ne l'ait jamais dit ouvertement. Si tu gagnais plus d'argent, si tu travaillais plus dur, peut-être que Sophie n'aurait pas à souffrir comme ça, ses yeux semblaient le dire. Nos dîners devinrent silencieux, remplis seulement du cliquetis des cuillères contre les bols et du babillage innocent de Sophie. Un mur invisible grandissait entre Grace et moi, et je ne savais pas comment le démolir. Je voulais la serrer dans mes bras, lui dire que j'avais peur et que je souffrais aussi, mais je ne pouvais pas. Je devais être fort, car si je m'effondrais, notre famille s'effondrerait. J'ai continué à essayer. Chaque matin, j'embrassais le front de Sophie avant de partir au travail, la regardant dormir profondément dans son petit lit, serrant son ours en peluche rouge. « Je rentrerai tôt, mon ange », murmurais-je, sachant que je ne serais pas de retour avant minuit. Je croyais que si je travaillais plus dur, si je n'abandonnais pas, tout irait bien. Mais Grace n'y croyait plus. Elle voyait Sophie s'affaiblir, ses lèvres pâles et son souffle court, et je voyais ses yeux se vider comme si elle avait perdu tout espoir. Je voulais crier, lui dire que je faisais de mon mieux, mais je ne pouvais pas. Je baissais simplement la tête, continuais à tourner des clés à molette et à réparer des machines pour noyer la douleur dans mon cœur. Puis un soir, tout s'est effondré. Une pluie torrentielle s'abattait sur Fort Collins, les gouttes frappant les fenêtres comme pour tenter de s'introduire dans notre petit appartement. Sophie jouait avec ses crayons de cire quand elle a soudainement serré sa poitrine, son petit visage pâle. « Papa, ça fait mal », murmura-t-elle, la voix frêle. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai couru vers la voiture, la pluie me fouettant le visage. Grace se tenait à la porte, les mains couvrant son visage, mais elle n'est pas venue avec nous. Je l'emmène. Reste ici et attends, ai-je dit rapidement, trop affolé pour réfléchir. Tout ce que je savais, c'est que je devais amener Sophie à l'hôpital. Le trajet jusqu'à l'hôpital semblait interminable. La pluie cinglait le pare-brise, les lampadaires clignotant sur mon visage trempé de sueur et de larmes. Sophie était allongée sur la banquette arrière, sa respiration faible. « Accroche-toi, ma chérie. Papa est là », marmonnai-je, conduisant et priant. J'ai supplié Dieu, j'ai supplié quiconque écoutait de la laisser s'en sortir. La pluie noyait tout son, mais j'entendais encore mon cœur battre comme s'il allait éclater de ma poitrine. Les médecins ont emmené Sophie d'urgence aux urgences. Je suis resté dans le couloir, les mains tremblantes, mes vêtements trempés collés à mon corps. Les minutes s'étiraient comme des siècles. J'ai pensé à Sophie. Je ne pouvais pas la perdre. Je ne pouvais pas. Finalement, le médecin est sorti, disant que Sophie était stabilisée mais devait rester en observation. J'ai hoché la tête, me sentant comme si on m'avait tiré du bord d'un abîme.
Mais quand j'ai posé des questions sur les coûts, les yeux du médecin se sont assombris. Nous ferons ce que nous pouvons, mais vous devez préparer plus de fonds. L'état de Sophie ne peut pas attendre longtemps. Je suis rentré chez moi vers l'aube. Mes jambes étaient lourdes comme du plomb. La pluie avait cessé, mais l'air était encore glacial. J'ai ouvert la porte, espérant voir Grace attendre avec une tasse de café chaud, comme elle le faisait toujours. Mais l'appartement était étrangement silencieux. La lumière du salon était allumée, mais il n'y avait personne. L'odeur froide de curry restant flottait dans la cuisine, la vaisselle intacte sur la table. J'ai appelé le nom de Grace, mais seul mon écho a répondu. Puis je l'ai vue. Une courte lettre sur la table, de l'écriture tremblante de Grace. Logan, je suis désolé. Je n'en peux plus. Cette vie est trop lourde et je ne suis pas assez forte. Je t'aime, toi et Sophie, mais je ne peux pas continuer. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis resté là, tenant la lettre, sentant le monde s'effondrer sous mes pieds. Les affaires de Grace avaient disparu. Quelques chemises du placard, les chaussures qu'elle portait toujours, le sac à main bleu sur lequel Sophie avait dessiné. Elle était partie, nous abandonnant, moi et Sophie, laissant l'appartement vide et mon cœur brisé. Je me suis effondré sur une chaise, sans pleurer, sans être en colère, juste un vide profond et creux, comme si une partie de moi avait disparu avec elle. Je me suis blâmé. Si j'avais été meilleur, si j'avais gagné plus, peut-être que Grace ne serait pas partie. Mais je n'avais pas le temps de me morfondre dans la douleur. Sophie était toujours à l'hôpital, et je devais être fort pour elle. Je suis retourné à l'hôpital et je me suis assis près du lit de Sophie. Elle s'est réveillée, ses grands yeux ronds me regardant. « Où est maman, papa ?» demanda-t-elle, sa voix faible mais pleine d'espoir. J'ai forcé un sourire, bien que mon cœur se brisait. « Maman est partie en voyage loin, ma chérie. Elle essaie de gagner de l'argent pour t'aider. » Le mensonge m'a étranglé, mais je ne pouvais pas laisser Sophie connaître la vérité. Elle a hoché la tête, me faisant entièrement confiance, puis a pris ma main, ses petits doigts froids étrangement chauds. À partir de ce jour, je suis devenu à la fois père et mère pour Sophie. J'ai pris des congés pour m'occuper d'elle. Chaque fois qu'elle souriait, cela me donnait de la force. Mais je savais que cette bataille ne faisait que commencer. Je devais tout porter seul. La responsabilité, l'amour et la douleur. Mais peu importe à quel point j'essayais d'être fort, je ne pouvais pas me défaire de l'ombre des 70 000 $. Cette somme se dressait comme un monstre invisible, grognant dans chacun de mes rêves, à chaque respiration que je prenais. Je m'étais épuisé au travail, mes mains saignaient, mon dos me faisait mal. Mais l'argent que je gagnais était comme une goutte d'eau dans un désert. Chaque fois que je regardais Sophie, ses yeux brillants devenant de plus en plus fatigués, je sentais le temps s'écouler trop vite. J'avais besoin d'une issue, d'un miracle. Et je savais que je ne pouvais pas continuer seul. Après 2 semaines de lutte, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais juré de ne jamais faire. Retourner à Denver et affronter mes parents. Je n'aurais jamais pensé devoir les supplier. Pas après tout ce qui s'était passé. Mais pour Sophie, j'étais prêt à ravaler ma fierté et à affronter le passé. J'ai pris des dispositions pour que Sophie reste à l'hôpital sous la garde des infirmières, je lui ai embrassé le front et j'ai dit, « Papa part pour un court voyage, mon ange. Sois sage, d'accord ?» Sophie a hoché la tête, serrant son ours en peluche rouge, son faible sourire me serrant le cœur. Le trajet de Fort Collins à Denver m'a semblé plus long que dans mes souvenirs. Mon vieux pick-up cliquetait à chaque accélération, comme s'il était aussi las que moi. Le paysage, des champs arides et des montagnes lointaines et brumeuses, a ravivé des souvenirs d'enfance, mais aucun d'entre eux n'était agréable. J'ai grandi dans une famille riche mais froide. Mes parents, Harold et Martha Carter, possédaient Carter Automotive Supply, une entreprise de distribution de pièces automobiles de longue date dans le Colorado. Ils vivaient pour le profit et le prestige, et dans leur monde, j'ai toujours été l'enfant de rechange. Mon frère cadet, Jonathan, était leur fierté, le fils avec un avenir, destiné à hériter de l'empire familial. Moi, Logan, j'étais l'obstiné, plus intéressé par les machines que par les chiffres. Et pour cela, j'étais considéré comme un échec. À 18 ans, j'ai quitté Bozeman, coupant tous les liens avec ma famille. Je voulais prouver que je pouvais m'en sortir seul, sans leur pitié ni leur comparaison mordante. Mais maintenant, assis dans le camion, agrippant le volant, je me sentais plus petit que jamais.
Je n'étais pas là pour me réconcilier ou chercher le pardon. J'étais là pour Sophie, la seule raison pour laquelle je pouvais supporter d'affronter le passé. La maison de mes parents à Denver était exactement comme dans mes souvenirs, resplendissante sous le soleil d'hiver. Un manoir blanc avec de hautes fenêtres, un jardin parfaitement entretenu et un portail en fer brillant. Je me suis garé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de calmer le tremblement dans ma poitrine. En entrant, j'ai vu Jonathan dans l'allée, riant avec mes parents à côté d'une Mercedes flambant neuve. Mon père, Harold, a tapé sur l'épaule de Jonathan, sa voix débordant de fierté. « Cette voiture impressionnera tes partenaires. » « Bien joué, Jonathan. » J'ai jeté un coup d'œil à la voiture. Au moins 150 000 $, plus du double de ce dont j'avais besoin pour sauver Sophie. Mon cœur s'est serré, mais je suis resté silencieux et je me suis approché. Harold m'a regardé, ses yeux pétillants de surprise avant de devenir froids. Martha, ma mère, m'a fait un signe de tête sec, les lèvres pincées. Jonathan avait l'air gêné, évitant mon regard. « Logan, » dit mon père, la voix sèche. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Pas de salutation, pas d'étreinte. Je suis resté là, me sentant comme un étranger dans la maison où j'avais grandi. J'ai pris une inspiration et je suis allé droit au but. Sophie, ma fille, est très malade. Elle a besoin d'une opération du cœur et ça coûte 70 000 $. Je n'ai pas assez. Je suis ici pour vous demander votre aide. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais chaque mot était comme un coup de poignard dans ma fierté. Je leur ai parlé de Sophie, de sa douleur, et de la façon dont je m'étais épuisé au travail, mais que je n'y arrivais toujours pas. J'espérais, même un tout petit peu, qu'ils ressentiraient quelque chose pour leur petite fille. Mais Harold s'est contenté de me fixer, les yeux impassibles. 70 000, dit-il, sont-on comme s'il calculait des marges de profit. C'est beaucoup d'argent, Logan. Et pourquoi? Une opération qui pourrait même ne pas réussir? Je n'investis pas dans des choses qui ne rapportent rien. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Martha a secoué la tête, ajoutant, « Logan, nous t'avons élevé assez longtemps. Tu dois gérer ta propre vie maintenant. » Jonathan se tenait là, silencieux, fixant ses chaussures cirées. Je suis resté figé, les mains serrées en poing. Je voulais crier, leur demander comment ils pouvaient tourner le dos à leur petite fille mourante, mais je ne pouvais pas. Ma fierté était déjà en morceaux, mais je refusais de les laisser me voir faible. J'ai simplement hoché la tête et dit doucement, « Merci pour votre temps. » Puis je me suis retourné et je suis sorti de la maison brillamment éclairée. La pluie a commencé à tomber, des gouttes froides s'infiltrant dans ma veste, se mêlant à la douleur brûlante dans ma poitrine. Sur le chemin du retour vers Fort Collins, je n'ai pas pleuré. J'ai agrippé le volant, essayant de ne pas m'effondrer. Le rejet de ma famille n'était pas seulement un refus. C'était un rappel qu'il n'y avait jamais eu de véritable lien entre nous. J'ai pensé à Sophie, à son sourire, et je me suis dit que peu importe qui me tournait le dos, je n'abandonnerais pas. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il faisait nuit. Sophie dormait, son visage pâle éclairé par la faible lueur de la chambre d'hôpital. Je me suis assis près de son lit, tenant sa main, sentant la chaleur faible de ses petits doigts. Le médecin est entré, a vérifié quelques moniteurs et a dit doucement, « Elle est stable pour l'instant, mais nous devons continuer le traitement. » Il m'a regardé comme s'il voulait en dire plus, puis est parti tranquillement. Quelques minutes plus tard, une femme en uniforme bleu est entrée. Elle portait un dossier, sa voix douce mais distante. « Monsieur Carter, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas continuer le traitement si les factures impayées ne sont pas réglées. Vous devrez trouver plus de fonds si vous voulez que Sophie reste ici. » Ces paroles furent le coup de grâce. J'ai regardé Sophie, puis par la fenêtre, où la pluie tombait toujours sans relâche. Chaque porte d'espoir s'était refermée, et je savais que j'étais vraiment seul. Dans les jours qui ont suivi, je me suis lancé dans une course désespérée. Mes parents m'avaient tourné le dos. Grace était partie et je me retrouvais seul avec moi-même. J'ai commencé à frapper à toutes les portes. Amis, collègues, même des gens que j'avais aidés par le passé. Je suis allé voir Jake au garage, le seul ami qui prenait toujours de mes nouvelles avec une réelle inquiétude. « Jake, j'ai besoin d'emprunter de l'argent, » ai-je dit, la voix pleine de honte. « Tout ce que tu peux me prêter. Sophie a besoin d'une opération. » Jake m'a regardé, les yeux pleins de regret. « Logan, je n'ai que quelques centaines de dollars.
Tu sais que je suis en retard sur mon loyer moi-même. Il m'a mis quelques billets froissés dans la main, mais son expression disait tout. Il voulait t'aider, mais il ne pouvait pas. J'ai continué à contacter d'autres personnes. Le propriétaire de l'épicerie où Grace faisait ses courses, la voisine qui nous apportait des biscuits, même le patron grincheux de l'équipe de nuit au garage. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Je suis vraiment désolé, Logan. Ou pire, ils évitaient mon regard, marmonnant de vagues excuses. Je ne les blâmais pas. Chacun a ses propres difficultés, et 70 000 $, ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent facilement prêter. J'ai commencé à vendre tout ce qui avait de la valeur. Mon vieux pick-up, mon fidèle compagnon à travers d'innombrables nuits pluvieuses, est parti pour 3 000 $, une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la dette de l'hôpital. J'ai vendu mon alliance, le dernier vestige des jours plus heureux avec Grace. Le prêteur sur gage m'a regardé avec pitié, me tendant 500 $. J'ai vendu la vieille télévision, le réfrigérateur bruyant, tout ce qui dans l'appartement pouvait être transformé en argent. Mais tout cela ne représentait que si peu. Les 70 000 $ se dressaient comme une montagne insurmontable, et je n'étais qu'un grimpeur aux mains ensanglantées, n'atteignant jamais le sommet. L'hôpital a commencé à réduire les soins de Sophie. Sa chambre privée a été échangée contre une chambre partagée, remplie du bourdonnement des machines et des gémissements d'autres patients. Les infirmières venaient moins souvent, et ses médicaments ont été réduits pour diminuer les coûts. Je m'asseyais près de son lit, regardant la perfusion goûter, sentant le temps me filer entre les doigts. Elle essayait encore de sourire, me tenait toujours la main, mais ses lèvres pâles et sa respiration superficielle me brisaient le cœur. « Papa, quand est-ce que je pourrai rentrer à la maison ?» a demandé Sophie, sa voix claire mais fragile. J'ai forcé un sourire, les yeux me piquant. « Bientôt, mon ange ?» ai-je répondu, mais à l'intérieur, je savais que je mentais. Je suis retourné au travail, économisant chaque centime de mon maigre salaire. Mon corps s'effondrait, les yeux cernés par l'épuisement, des moments de vertige m'obligeant à m'arrêter sur le bord de la route, mais je ne pouvais pas me reposer. Je mangeais des sandwichs bon marché, buvais du café froid pour rester alerte, et continuais à tourner des clés à molette, à réparer des moteurs comme si le travail était la seule chose qui me tenait debout. Mais chaque fois que je retournais à l'hôpital, Sophie était un peu plus faible. Elle parlait moins, dessinait moins, et parfois restait simplement allongée là, regardant par la fenêtre avec des yeux lointains. Un matin de début d'hiver, le médecin m'a appelé dans une chambre privée. Il a évité mon regard, sa voix basse. L'état de Sophie s'aggrave. Nous voulons continuer le traitement, mais vous devez parler avec le service financier. Il a fait une pause, puis a ajouté doucement. Je suis désolé, Carter. En sortant dans le couloir, un membre du personnel de l'hôpital attendait. Elle tenait un dossier, parlant doucement, presque effrayée de me briser. Monsieur Carter, si vous ne pouvez pas régler le solde impayé, l'hôpital devra arrêter le traitement. Je suis resté figé, le monde s'effondrant sous mes pieds. J'ai plaidé, la voix brisée. S'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. Je trouverai un moyen. Mais elle a seulement baissé la tête, murmurant, je suis désolé. Nous ne faisons que suivre la politique. Le lendemain, ils m'ont informé que Sophie serait transférée en soins à domicile. Je savais que c'était une manière polie de dire qu'ils l'abandonnaient. Je l'ai portée hors de l'hôpital, la serrant fort comme si la lâcher la ferait disparaître. La pluie de Fort Collins était glaciale, les gouttes piquant mon visage, se mêlant à mes larmes. Sophie a fait un faible sourire et a murmuré, « La pluie ressemble à un chant, n'est-ce pas, papa ?» J'ai hoché la tête, ravalant un sanglot. « Oui, ma chérie. » Comme un chant. De retour à l'appartement, j'ai allongé Sophie sur le vieux canapé où elle s'asseyait pour dessiner des voitures rouges. Je l'ai enveloppée dans des couvertures, essayant de la garder au chaud. Mais je savais que j'étais impuissant. Je n'avais ni médicaments, ni équipement médical, rien que de l'amour et des prières désespérées. Je me suis assis à côté d'elle, lui tenant la main, lui racontant les histoires qu'elle aimait. Sur des voyages lointains que je lui avais promis de faire quand elle irait mieux. Mais chaque mot était comme un couteau que j'enfonçais dans mon propre cœur. 2 semaines plus tard, par un matin glacial, Sophie est décédée. Elle reposait dans mes bras sur ce vieux canapé, sa respiration devenant de plus en plus faible jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Je l'ai tenue fermement, sentant son petit corps se refroidir dans mes bras. Dehors, la pluie tombait régulièrement, froide et implacable,
comme les derniers battements de mon cœur. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis là, silencieux, fixant le visage de Sophie alors qu'elle glissait dans un sommeil éternel. Elle avait l'air paisible, comme si elle était enfin libérée de la douleur. Mais moi, j'avais l'impression d'être mort avec elle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Des heures, peut-être une journée entière. La pluie noyait tout son, mais dans mon esprit, le rire de Sophie résonnait, clair et lointain. J'ai ramassé le dessin à côté d'elle, mes doigts tremblants traçant les couleurs tachées. Je suis désolé, ma chérie, ai-je murmuré, la voix brisée. J'ai essayé, mais je n'étais pas assez bon. Les jours qui ont suivi étaient comme vivre en fantôme. Le petit appartement semblait plus froid que jamais, comme si la chaleur de Sophie avait emporté l'âme de cet endroit avec elle. Je n'allumais pas les lumières, ne cuisinais pas, je restais simplement assis en silence sur le vieux canapé où elle était décédée. Chaque coin de la maison était rempli de souvenirs. Son ours en peluche rouge, seul dans un coin, ses dessins scotchés au réfrigérateur, son rire résonnant faiblement dans mon esprit. Mais elle était partie, et j'avais l'impression de ne plus être moi-même. J'ai organisé les funérailles de Sophie, bien que chaque étape me semblait être une marche sur des épines. Je n'avais pas d'argent pour quelque chose de grandiose, mais je voulais qu'elle soit accompagnée dignement. Au salon funéraire, j'ai choisi un petit cercueil en chêne, simple mais chaleureux. J'ai demandé une inscription, Sophie Carter, la petite lumière de papa. C'était tout ce que je pouvais faire, une dernière promesse pour lui faire savoir que même si elle était partie, elle serait toujours la lumière de ma vie. J'ai appelé mes parents, la voix tremblante, pour les informer de la mort de Sophie. Les funérailles ont lieu samedi au petit cimetière à l'est de Fort Collins, ai-je dit, espérant, même un tout petit peu, qu'ils viendraient, qu'ils voudraient dire au revoir à leur unique petite fille. Mon père, Harold, a seulement marmonné au téléphone, la voix froide. Je verrai si nous pouvons venir. Ma mère, Martha, n'a rien dit, juste soupiré. J'ai raccroché, sentant un autre coup de poignard dans mon cœur. Le jour des funérailles est arrivé et Fort Collins était enveloppé dans un matin d'hiver gris. Une légère neige tombait, poudrant les arbres nus à l'extérieur du cimetière. Le vent balayait, apportant un froid glacial. Je me tenais là, les poings serrés, regardant le petit cercueil de Sophie reposer sur le sol gelé. Pas de couronne somptueuse, pas de grande réunion de famille. Juste quelques voisins et collègues du garage sont venus, me tapotant silencieusement l'épaule. Jake se tenait à côté de moi, ne disant rien, posant simplement sa main sur mon épaule pour partager la douleur. J'ai hoché la tête en signe de gratitude, mais mes yeux étaient vides, comme si mon âme était partie avec Sophie. J'ai regardé autour de moi, cherchant mes parents ou même Jonathan, mais personne n'est venu. Je les avais appelés à nouveau avant les funérailles pour m'assurer qu'ils savaient. Nous essaierons, mais ne compte pas dessus, avait dit ma mère, sa voix plate, comme si la mort de Sophie ne méritait pas leur attention. Je n'ai pas demandé plus, j'ai juste raccroché, me sentant gifler une fois de plus. Mais je ne m'attendais pas à ce que le coup suivant fasse encore plus mal. Après la cérémonie, quand tout le monde était parti, je suis resté près de la tombe de Sophie, regardant la neige recouvrir lentement la pierre tombale. J'ai posé son ours en peluche rouge dessus, celui qu'elle tenait toujours en attendant que je rentre à la maison. Le vent était glacial, mais je ne voulais pas partir. C'était la dernière fois que je pouvais être avec elle, la dernière fois que je pouvais la protéger. Je me suis agenouillé, touchant la pierre tombale, et j'ai murmuré, « Je t'aime, Sophie. Je t'aimerai toujours. » Sur le chemin du retour, j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un texto de remerciement à ceux qui étaient venus. Mais une notification est apparue d'une application que j'utilisais rarement. C'était une publication de Jonathan, mon frère. Une photo de famille prise dans une station de ski de luxe à Aspen. Mes parents, Harold et Martha, se tenaient à côté de Jonathan et de sa femme, tous les quatre souriant vivement près d'une cheminée chaleureuse, des lumières de Noël scintillant en arrière-plan. La légende de Jonathan disait, « Précieux moment en famille. Merci, maman et papa, pour ce voyage incroyable. » Je me suis figé sur le trottoir, le téléphone glissant dans la neige. Une vague de douleur a déferlé dans ma poitrine comme si quelqu'un m'avait déchiré le cœur. Ils n'avaient pas seulement refusé d'aider à sauver Sophie ou ignoré mes supplications. Ils avaient choisi de partir en vacances, riant et souriant, pendant que j'enterrais ma fille. Pendant que Sophie, leur petite fille, reposait sous la terre froide. Cette deuxième gifle m'a fait plus mal que la première.
Pas seulement un rejet, mais une négation complète de l'existence de Sophie, de mon existence, de la douleur que je portais. J'ai ramassé le téléphone, les mains tremblantes, et j'ai supprimé la notification. Je ne voulais pas la voir. Je ne voulais plus penser à eux. Mais l'image s'est accrochée à moi, une blessure qui ne guérirait jamais. Je suis rentré chez moi, l'esprit vide. L'appartement m'a accueilli avec un silence de mort. Plus de rire de Sophie. Plus de curry de graisse. Juste moi, seul, avec une douleur aussi lourde que le monde sur mes épaules. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé où Sophie était décédée. J'ai ouvert une vieille bière du réfrigérateur mais je n'ai pas pu la boire. Je suis resté assis là, pensant aux jours passés, à la façon dont j'avais essayé, lutté, mais n'avais toujours pas pu garder Sophie avec moi. J'ai pensé à mes parents, à Jonathan, à leur sourire sur cette photo. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi pouvait-il me tourner le dos, à moi, à Sophie, si facilement? Je n'ai pas pleuré, non pas parce que j'étais fort, mais parce que je n'avais plus de larmes. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le dessin de Sophie, touchant les lignes rouges tachées. Je te le promets, ma chérie, ai-je murmuré, la voix brisée. Je continuerai à vivre pour toi. Je ne te laisserai pas disparaître. Cette petite promesse était la seule chose qui me tenait debout. Je ne savais pas où j'irais ni ce que je ferais, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Pas pour moi, mais pour Sophie. Pour la petite lumière qui vivait encore en moi, même si ce n'était qu'un souvenir. Je suis retourné travailler au garage, mais je n'étais plus le Logan que j'étais. Je travaillais comme une machine, les mains tournant des clés, les yeux fixés sur les moteurs, mais mon esprit dérivait ailleurs. Je perdais la notion du temps, oubliant parfois de manger. Jake, mon collègue et ami, me mettait souvent un sandwich bon marché ou une tasse de café froid dans la main, en disant « Tu dois manger quelque chose, Logan. Tu vas t'effondrer sinon. » Je hochais la tête, enfournant la nourriture dans ma bouche, mais je ne pouvais pas la goûter. Tout était fade, comme si le monde avait perdu ses couleurs depuis le départ de Sophie. Mes collègues ont remarqué le changement en moi. Ils me regardaient plus silencieusement qu'avant, mes yeux cernés et mon visage décharné me trahissant. J'ai qu'à essayer de demander plusieurs fois, sa voix pleine d'inquiétude. « Ça va, Logan ? Dis quelque chose, mec. » Je secouais simplement la tête, forçant un sourire. « Je vais bien. Juste fatigué. » Mais je n'allais pas bien. Il le savait, et je savais qu'il voulait aider, mais personne n'osait en demander plus. Peut-être voyait-il la douleur dans mes yeux, une douleur que je ne pouvais cacher, peu importe à quel point j'essayais. Le soir, quand les lumières du garage s'éteignaient, je m'asseyais seul dans le petit garage de l'arrière-cour. L'espace vide où mon pick-up était autrefois garé n'était plus qu'une parcelle de béton taché d'huile. Je restais assis là, fixant l'obscurité, me souvenant des nuits pluvieuses où je portais Sophie jusqu'à la voiture, conduisant et priant pour qu'elle s'en sorte. La faible odeur d'essence flottait dans l'air, se mêlant au froid mordant de l'hiver. Je me demandais si j'avais été plus rapide, plus fort. Sophie serait-elle encore là? Mais aucune réponse ne venait. Seulement le vent froid sifflant à travers les fentes de la porte, comme pour me rappeler que tout était fini. Parfois, j'allumais la vieille radio dans le garage, celle avec laquelle Sophie jouait quand elle était petite. À travers son haut-parleur grésillant, sa voix revenait à la vie, chantant une mélodie enfantine, déformée mais claire. « Écoute-moi chanter, papa », avait-elle gazouillé un jour, gloussant alors que je faisais semblant d'applaudir. Maintenant, cette chanson était la seule preuve qu'elle avait jamais existé, qu'elle avait été ma petite lumière. Je m'asseyais en silence, laissant le son remplir le vide froid, comme si éteindre la radio ferait disparaître Sophie pour toujours. J'ai pensé à quitter Fort Collins, à recommencer dans un nouvel endroit où il n'y aurait aucun souvenir de Sophie, de Grèce, de ces jours douloureux. J'ai imaginé recommencer dans un état inconnu où personne ne savait qui j'étais. Mais chaque fois que je commençais à faire mes bagages, je m'arrêtais. Chaque rue de Fort Collins, chaque restaurant, chaque station-service que j'avais croisé portait des traces de Sophie. Le fast-food où travaillait Grèce, le coin où Sophie aimait montrer les voitures rouges, l'hôpital où j'avais supplié pour qu'elle vive. Tout cela faisait partie d'elle. Si je partais, je craignais que son souvenir ne s'estompe comme la neige fondant au soleil. Et je ne pouvais pas supporter ça. Mes finances diminuaient. Après les funérailles, j'avais vendu presque tout dans l'appartement, la vieille table de cuisine, le fauteuil que Grèce aimait,
même le lit que nous partagions. Mais l'argent ne couvrait que le loyer et quelques factures médicales restantes. J'ai dû réduire mes gardes de nuit à l'autre atelier car mon corps ne pouvait plus le supporter. Certaines nuits, je toussais de manière incontrôlable, ma poitrine me faisant mal à cause du froid et de l'épuisement. Je buvais du café pour rester alerte, mais parfois mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas tenir une clé. Je savais que j'étais en train de m'effondrer. Mais je me levais quand même chaque matin, je prenais mon sac à outils et je sortais. Le travail était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer, le seul moyen d'éviter de faire face au vide intérieur. Chaque matin avant le travail, je me tenais devant le dessin de Sophie scotché au mur. Je posais ma main dessus, sentant le papier rugueux sous mes doigts calleux. Je suis toujours là, ma chérie, murmurais-je. Je continuerai à vivre pour nous deux. Cette promesse était la petite flamme qui me faisait avancer, même si parfois je ne savais pas pourquoi je vivais. Les jours passaient et je vivais comme une ombre, pris dans un cycle de travail et de nuit solitaire. Une fois, Jake m'a traîné boire une bière, essayant de me faire parler. « Logan, tu ne peux pas continuer comme ça, dit-il, la voix basse. Sophie ne voudrait pas te voir comme ça. » Je l'ai regardé, voulant dire que je ne connaissais pas d'autre moyen, que Sophie était la seule raison pour laquelle j'avais jamais vécu. Mais j'ai simplement hoché la tête, pris une gorgée de bière et suis retourné à mon appartement froid. Fort Collins est entré dans le printemps, mais le froid de l'hiver s'accrochait encore à l'air. Un après-midi maussade, une légère pluie tombait, recouvrant le garage d'une fine pellicule humide. Je me tenais dehors, ma veste de travail trempée de sueur et d'huile de moteur, agrippant une clé à molette alors que je luttais avec le moteur d'un vieux camion qui rugissait comme s'il allait exploser. Le crépitement régulier de la pluie se mêlait au cliquetis du métal, créant un son monotone, comme le rythme de ma vie maintenant, répétitif, sans but. Soudain, un crissement aigu de frein a déchiré l'air. Des pneus ont dérapé sur la route mouillée, et j'ai levé les yeux pour voir une Porsche noire et élégante s'arrêter brusquement près du trottoir. De la fumée blanche s'échappait du capot, transportant l'odeur âcre du métal brûlé. J'ai posé la clé, j'ai essuyé mes mains sur ma veste et je me suis précipité. Une jeune femme est sortie du siège conducteur, élégante mais troublée. Elle portait un long manteau de laine, maintenant humide de pluie, et ses talons ont été couverts de boue rouge. Elle a tâtonné avec le capot, les mains tremblantes, manifestement incertaine de ce qu'il fallait faire. « Laissez-moi vous aider », ai-je dit, ma voix basse mais assez claire pour qu'elle l'entende. Elle a levé les yeux, surprise, puis a hoché la tête et s'est écartée. « Ne vous inquiétez pas, je vais jeter un œil », l'ai-je rassuré. En quelques minutes, j'ai trouvé le problème. Une grave défaillance du système de freinage, les plaquettes de frein étant presque entièrement usées. Si elle avait conduit quelques kilomètres de plus, la voiture aurait pu perdre complètement le contrôle. J'ai secoué la tête, pensant à la chance qu'elle avait eue de s'arrêter à temps. Je l'ai guidée pour faire reculer la voiture dans le garage, puis j'ai fouillé dans le débarras pour trouver un jeu de vieilles plaquettes de frein que j'avais laissées. Elles n'étaient pas de première qualité, mais elles assureraient la sécurité de la voiture jusqu'à ce qu'elle puisse se rendre dans un centre de service approprié. J'ai travaillé rapidement, mes mains changeant adroitement les pièces, vérifiant l'huile et les pneus. Quand j'ai eu fini, je me suis essuyé les mains et je me suis levé. « C'est bon », lui ai-je dit. « Mais amenez-la chez un spécialiste Porsche dès que possible. » Elle m'a regardé, encore un peu secouée. « Merci », dit-elle, sa voix douce mais sincère. « Combien je vous dois ?» J'ai secoué la tête, esquissant un léger sourire. « Rien du tout. Soyez simplement prudente. » Elle a eu l'air surprise, comme si elle ne pouvait pas croire qu'un mécanicien crasseux travaillerait gratuitement. Mais je voulais juste retourner à ma tâche, m'échapper du monde pendant un moment. Elle a sorti une carte de visite de sa poche et me l'a tendue. « Je suis Charlotte Brox », dit-elle, la voix plus assurée. « Si jamais vous voulez travailler quelque part où l'on apprécie vos compétences, appelez-moi. » J'ai hoché la tête, glissant la carte dans ma veste de travail sans trop y penser. « Merci », ai-je dit, puis je suis retourné au camion qui m'attendait. Mais alors qu'elle s'éloignait, j'ai senti quelque chose d'inhabituel s'agiter en moi. Une faible lueur dans l'obscurité de ma vie. 3 jours plus tard, Charlotte est revenue. J'étais sous une Ford, les mains couvertes d'huile, quand j'ai entendu le claquement de talons hauts sur le sol en béton. J'ai glissé de dessous et je l'ai vue là, toujours dans son manteau de laine, mais souriant cette fois. « La Porsche a parfaitement fonctionné », dit-elle, les yeux brillants. Je l'ai emmenée dans un centre de service,
et ils ont dit que vous aviez fait un travail incroyable. Ces vieilles plaquettes de frein m'ont sauvé d'un désastre. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire à part, c'est bon à entendre. Mais Charlotte ne s'est pas arrêtée là. Elle a jeté un coup d'œil autour du garage délabré, ses murs écaillés et ses outils en désordre, puis m'a regardé droit dans les yeux. Logan, avez-vous déjà pensé à travailler dans un endroit plus grand, a-t-elle demandé. L'entreprise de mon père, Brox Automotive Group, recherche quelqu'un avec vos compétences. Bon salaire, environnement professionnel. Vous le méritez. Je me suis figé un instant. Son offre était comme une bouffée d'air frais dans ma vie étouffante. J'ai regardé autour du garage où j'avais versé des années de sueur, où les souvenirs de Sophie persistaient. Des jours où je l'avais portée ici, la laissant jouer avec les outils et rire. J'y réfléchirai, ai-je dit, la voix basse. Charlotte a hoché la tête, me faisant un doux sourire, puis est partie. Mais la carte de visite dans ma poche est soudainement devenue lourde, comme si elle portait une possibilité que je n'avais pas osé envisager. Ce soir-là, l'appartement était aussi froid et silencieux que jamais. Je me suis assis sur le canapé, les yeux lasses, mais pour la première fois un peu plus brillants. Je tenais la carte de Charlotte, mes doigts traçant les lettres en relief. J'ai pensé à Sophie, à son sourire, à la façon dont elle voulait toujours que je sois fort. Peut-être que tu voudrais que j'essaie à nouveau, hein, ai-je murmuré comme si Sophie était assise là à m'écouter. J'ai pris le téléphone, ma main tremblant en composant le numéro de Charlotte. Il a sonné plusieurs fois avant que sa voix ne se fasse entendre, légère mais énergique. Allô, qui est à l'appareil? C'est Logan, ai-je dit. Il y a eu une brève pause, puis sa voix s'est éclaircie. Logan? J'espérais que vous appelleriez. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, je veux essayer le travail chez Brox Automotive Group. Je veux le faire. Charlotte a ri, sa voix chaleureuse au téléphone. Super. Demain, venez à notre siège à Denver. Je vous attendrai. J'ai raccroché, me sentant comme si je venais de franchir une porte sans savoir où elle menait. J'ai regardé le dessin de Sophie, sa ligne rouge délavée toujours vibrante à mes yeux. J'y arriverai, ma chérie, ai-je murmuré. Pour toi, j'essaierai. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à Denver, le cœur lourd mais traversé d'une étincelle d'espoir. Le siège de Brox Automotive Group se trouvait à la périphérie de la ville, un bâtiment moderne et élégant avec des fenêtres en verre étincelantes et un grand logo gravé sur le portail. Charlotte m'a accueilli dans le hall, son sourire confiant intact. Bienvenue, Logan, dit-elle en me conduisant dans un bureau spacieux. Elle m'a présenté au directeur technique, un homme d'âge mûr aux yeux vifs. Montrez-nous ce que vous savez faire, a-t-il dit. J'ai hoché la tête et je suis entré dans l'atelier où des rangées de voitures de luxe polies brillaient. L'odeur familière d'huile de moteur et de métal m'a calmé. Ils m'ont montré une BMW avec un problème de moteur qui avait déconcerté les autres techniciens. Je me suis mis au travail, écoutant le vrombissement des moteurs, sentant le carburant brûler, ressentant chaque vibration. En quelques minutes, j'ai identifié un défaut subtil dans le système d'allumage. Un détail que quelqu'un avait négligé. Je l'ai réparé, mes mains se déplaçant rapidement comme elles l'avaient toujours fait dans mon ancien garage. Quand le moteur a ronronné doucement, le directeur technique a hoché la tête, une pointe de surprise dans les yeux. « Bien joué, Carter », dit-il. « Bienvenue dans l'équipe. » Dès mes premiers jours chez Brox Automotive Group, j'ai travaillé comme si c'était ma dernière chance. Je n'avais pas de diplôme prestigieux, mais j'avais de l'expérience, des mains calleuses et un cœur qui me rappelait de tenir la promesse faite à Sophie. Je diagnostiquais les problèmes de moteur rien qu'à leur son. Je réparais des voitures de luxe avec une précision qu'aucun ingénieur de l'équipe ne pouvait égaler. Mes collègues ont commencé à me regarder différemment. Non pas avec la pitié que j'avais vue à Fort Collins, mais avec respect. Un jeune homme nommé Mike, nouveau dans le métier, m'a demandé un jour, « Logan, comment sais-tu exactement ce qui ne va pas juste en écoutant ?» J'ai souri, secouant la tête. « Fais-le assez longtemps et tu y arriveras. » Mais à l'intérieur, je savais que ce n'était pas seulement l'expérience. C'était la façon dont je me maintenais en vie. Comment je maintenais Sophie en vie dans chaque vrombissement de moteur. Charlotte visitait fréquemment le centre de service pour superviser les opérations et former le personnel. Elle portait des tailleurs impeccables, les cheveux relevés, mais ses yeux étaient toujours chaleureux quand ils croisaient les miens. J'ai commencé à réaliser qu'elle n'était pas seulement la personne qui m'avait trouvé le travail.
Elle voyait en moi quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Un jour, pendant une pause déjeuner, elle m'a pris à part près de la machine à café, me tendant une tasse chaude. « Tu te débrouilles très bien, Logan, dit-elle doucement. Mais as-tu déjà pensé à te donner une chance de vraiment vivre ?» Je l'ai regardée, ne sachant comment répondre. Vraiment vivre ? J'avais oublié ce que cela faisait depuis la mort de Sophie. Plus nous parlions, plus je voyais que Charlotte était différente. Elle était intelligente, forte, mais profondément authentique. Un après-midi, alors que nous inspections ensemble un nouveau lot de pièces, elle a demandé à brûle-pourpoint, « Avez-vous une famille, Logan ?» La question a éraflé mon cœur comme un couteau. Je lui ai parlé de Sophie, de l'avoir portée sous la pluie, de la façon dont elle s'était éteinte. Je n'ai pas mentionné Grace ni mes parents, mais Charlotte a écouté, ses yeux doux, sans jugement. « Tu es plus fort que tu ne le penses », a-t-elle dit en posant une main sur mon épaule. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un me voyait vraiment. Pas le mécanicien, pas le père raté, mais Logan, une personne. Notre connexion s'est développée à travers de petits moments. Des conversations près de la machine à café, des regards échangés en travaillant sur une voiture, des sourires que je n'avais pas réalisé que j'avais commencé à rendre. Quelques mois plus tard, Charlotte m'a invité à dîner. « Juste un repas, Logan ?» dit-elle avec un sourire enjoué. « Ne me fais pas supplier. » J'ai accepté. Et cette nuit-là, dans un petit restaurant de Denver sous des lumières dorées et chaudes, j'ai senti mon cœur battre à nouveau, même faiblement. Notre relation a commencé discrètement mais sincèrement. Charlotte a apporté une nouvelle brise dans ma vie assombrie. J'ai commencé à rire davantage, à travailler plus dur, et pour la première fois, j'ai senti que j'avais une raison d'essayer. Pas seulement pour Sophie, mais pour moi-même. Mes collègues ont remarqué le changement. Mike a taquiné, « Logan, tu as l'air en forme ces jours-ci. Tu as un secret. » J'ai juste souri, secouant la tête. Mais à l'intérieur, je savais que Charlotte était la lumière que je ne m'attendais pas à trouver. Mais le bonheur ne vient jamais sans défi. Un jour, Charlotte m'a appelé au bureau principal de Brooks Automotive Group. « Mon père veut te rencontrer, » dit-elle, la voix teintée de tension. Richard Brooks, le père de Charlotte et le président de l'entreprise, était un homme puissant aux yeux aussi perçants que des couteaux. J'avais entendu parler de lui, pragmatique, intransigeant, mais juste. Je me suis préparé, sachant qu'il avait probablement entendu parler de notre relation. Dans le bureau de Richard, il était assis derrière un grand bureau, me jaugeant de la tête aux pieds. Charlotte se tenait à proximité, essayant de rester calme, mais j'ai vu ses mains se crisper. « Logan Carter », dit Richard, sa voix profonde et tranchante. « J'ai fait des recherches sur vous. Vos circonstances n'ont pas été faciles. » J'ai hoché la tête, m'attendant à un rejet, à une déclaration que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Mais il a continué, « Je ne vous juge pas sur votre passé. Je vous juge sur la façon dont vous le surmontez. Charlotte croit en vous et je lui fais confiance. Mais je veux vous voir vous efforcer davantage d'être digne d'elle, non seulement au travail, mais dans la vie. » Ces paroles n'étaient pas un renvoi, mais un défi. Charlotte m'a regardé, ses yeux brillants comme si elle savait que je ne la décevrais pas. J'ai hoché la tête et j'ai dit, « Je le prouverai par mes actions, monsieur. » Richard a esquissé un léger sourire. « Bien. Faites-le. » En quittant le bureau, Charlotte m'a pris la main, la serrant doucement. « Tu peux le faire, Logan » a-t-elle murmuré. J'ai souri, ressentant un mélange de soulagement et de détermination. Ce n'était pas seulement une chance de me prouver à Richard. C'était une chance de me prouver à moi-même que je pouvais m'élever au-dessus de l'obscurité, que je pouvais vivre une vie digne d'être vécue. À partir de ce moment, je me suis jeté dans le travail avec une énergie renouvelée. Le jour, je donnais tout au centre de service, encadrant l'équipe, m'attaquant aux problèmes les plus difficiles. La nuit, je me suis inscrit à des cours en ligne de gestion des opérations et de leadership, étudiant dans mon petit appartement de Denver sous une lampe de bureau, griffonnant des notes jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Charlotte restait souvent avec moi, apportant du café et des encouragements. « Tu te débrouilles très bien, Logan. N'arrête pas », 3 ans plus tard, j'ai été nommé directeur régional pour la région centrale de Brooks Automotive Group, supervisant tous les centres de service du Colorado, du Wyoming et de l'Utah. Sous ma direction, la productivité a augmenté de 70% et les plaintes des clients sont tombées à presque zéro. Le jour de ma promotion,
Charlotte m'a serré fort dans ses bras, murmurant, « Papa a dit, tu as fait ce que peu d'autres auraient pu faire. Transformer la douleur en force. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le ciel ensoleillé de Denver. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment digne, non seulement de l'amour de Charlotte, mais de cette vie. Mais la vie, comme je l'ai appris, ne vous laisse jamais vous reposer. Dans mon nouveau rôle, je passais souvent en revue des rapports de fusion et acquisition. De longues listes d'entreprises en difficulté financière, des proies potentielles pour Brooks Automotive Group. Un après-midi d'automne, alors que la lumière du soleil couchant se déversait sur mon bureau, j'ai parcouru une pile de dossiers et mon cœur s'est arrêté. Un nom m'a sauté aux yeux, Carter Automotive Supply. L'entreprise de mon père, Harold Carter. La note à côté était froide comme un verdict, crise de liquidité, dette bancaire de 2 millions de dollars. Je suis resté figé, agrippant fermement le papier. Le dossier détaillait tout. Des investissements malheureux dans des projets non viables, une mauvaise gestion sous la direction de Jonathan, et pire, un scandale impliquant des inspections de pièces frauduleuses qui a fait fuir les principaux clients. L'entreprise était au bord de l'effondrement comme un navire en train de couler au milieu de l'océan. Un feu de ressentiment a flambé en moi, chaud et vif. Je me suis souvenu du jour où j'avais supplié mes parents de m'aider. Le jour où ils avaient refusé 70 000 dollars pour sauver Sophie, leur petite fille. Je me suis rappelé le regard froid d'Harold, les paroles tranchantes de Martha et la photo de Jonathan dans une station de ski de luxe pendant que j'enterrais ma fille. Tous ces souvenirs ont convergé en un seul point brûlant dans ma poitrine. Mais je n'ai pas laissé la colère me contrôler. J'avais appris que la haine ne fait que vous affaiblir, pas vous renforcer. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé le dossier et j'ai commencé à planifier. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. Une façon de clore le passé selon mes propres termes. J'ai fait appel à l'équipe juridique de Brooks, demandant une évaluation approfondie de Carter Automotive Supply. En quelques jours, ils ont brossé un tableau clair. L'entreprise de mon père n'avait aucune issue. La banque avait émis un dernier avis menaçant de saisir les actifs dans quelques semaines. J'ai proposé au conseil d'administration de Brooks un plan de sauvetage. Le groupe reprendrait tous les actifs et absorberait la dette de 2 millions de dollars en échange de la vente de l'entreprise par Harold pour un prix symbolique, 70 000 dollars. Ce chiffre n'était pas un hasard. C'était un rappel amer de la somme qu'ils avaient refusée à Sophie, l'argent qui aurait pu la sauver. Je savais qu'Harold s'y opposerait. Et comme prévu, lorsque l'offre a été envoyée, il a appelé Brooks, la voix tremblante de rage. 70 000 dollars. C'est une insulte. Cette entreprise vaut des millions. J'ai écouté un enregistrement de l'appel dans un rapport interne, en silence. Il n'avait aucune idée que j'étais derrière l'accord. Finalement, lorsque le dernier avis de la banque est arrivé, Harold a serré les dents et a signé le contrat. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une étrange froideur. Ce n'était pas une victoire. C'était la fin d'un chapitre douloureux, et je voulais être celui qui le fermerait. La signature a eu lieu dans la grande salle de conférence de Brooks Automotive Group. Les lumières fluorescentes scintillaient sur le logo de Carter Automotive Supply à l'écran, brillant mais froid, comme un adieu. Ma famille, Harold, Martha et Jonathan, étaient assises de l'autre côté de la table, les visages tendus. Harold essayait de maintenir un air de dignité, mais ses mains tremblaient sur la table. Martha était assise à côté de lui, les yeux rouges, tandis que Jonathan baissait la tête, son regard perdu et enfantin. Quand la porte de la salle de conférence s'est ouverte, je suis entré, vêtu du costume noir que Charlotte m'avait choisi. La pièce est devenue silencieuse. Martha s'est figée, ses mains agrippant la chaise comme si elle allait tomber. Jonathan s'est levé brusquement, balbutiant, « Logan, toi », mais s'est interrompu. Harold m'a fixé, le visage rigide, essayant de garder son sang-froid, mais ses yeux se sont écarquillés de choc et d'amertume. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête en guise de salutation et je me suis assis en face d'eux. La secrétaire a placé le contrat devant moi. Le crissement du stylo sur le papier sonnait net, comme la note finale de la fierté de la famille Carter. J'ai signé mon nom, Logan Carter. Chaque trait délibéré, sans hésitation. Harold a baissé la tête, incapable de me regarder. Les larmes de Martha sont tombées, ses épaules secouées, tandis que Jonathan restait figé, ses yeux un mélange de peur et de honte. Je n'en ai regardé aucun. Je me suis tourné vers la secrétaire et j'ai dit doucement, « Finalisez les documents. »
En quittant la salle de conférence, une légère pluie tombait sur Denver. Je me suis tenu sous l'auvent, ouvrant la paume de ma main pour attraper les gouttes, et j'ai sorti une vieille carte de visite de Carter Automotive Supply que j'avais gardée de mes jours à Bozeman. L'encre avait bavé sous la pluie, le logo s'effaçant comme l'empire de mon père. Je savais que le jeu de pouvoir était terminé, leur destin était entre mes mains, moi, le fils qu'ils avaient autrefois rejeté. Charlotte m'attendait dans le hall, ses yeux doux mais inquiets. « Ça va ?» demanda-t-elle en me prenant la main. J'ai hoché la tête, esquissant un léger sourire. « Je vais bien, je ferme juste un vieux chapitre. » Elle a serré ma main plus fort, ne demandant rien de plus, comme si elle comprenait que certaines douleurs m'appartenaient à moi seul. Des années ont passé depuis que j'ai signé le contrat d'acquisition de Carter Automotive Supply, et ma vie s'est complètement transformée. J'ai épousé Charlotte et nous vivons dans une maison de banlieue tranquille près de Denver où les érables flamboient de rouge chaque automne et de petites routes mènent à de vastes champs d'herbe. La maison n'est pas grandiose, mais elle est chaleureuse avec une cheminée qui crépite en hiver et le son du rire d'Ellie, notre fils de 3 ans, à travers les pièces. Ellie a les yeux brillants, tout comme ceux de Sophie. Et chaque fois que je le vois courir et jouer, c'est comme si je voyais la petite lumière de ma fille, vibrante et vivante. La vie est maintenant remplie de joie simple que je pensais ne plus jamais avoir. Les matins commencent avec l'odeur du café que Charlotte prépare, fredonnant un vieil air dans la cuisine. Les soirées se passent avec Ellie sur le tapis, empilant des blocs de bois ou lisant des histoires. Son rire efface ma fatigue. Mais dans les moments calmes, quand Ellie dort et que Charlotte lit près du feu, je pense à Sophie. Sa voix claire, son sourire radieux et ses dessins griffonnés. Ils vivent en moi, ne s'effaçant jamais. Je ne nourris plus de ressentiment ni de colère, seulement une douce nostalgie comme une brise dans un champ. Tandis que ma vie s'est éclaircie, ma vieille famille, mes parents et Jonathan, est tombée dans l'obscurité. Après avoir vendu Carter Automotive Supply, ils ont perdu la fierté à laquelle ils s'accrochaient autrefois. Leur somptueux manoir de Denver a été vendu pour payer les dettes, et ils ont déménagé dans une petite maison de location en banlieue. Harold, mon père, qui avait un jour déclaré « Cette famille n'a besoin de personne », s'est effondré dans son bureau une semaine après avoir appris que j'étais derrière l'acquisition. Les médecins ont dit que c'était un AVC causé par le stress et une pression artérielle montée en flèche. Il a survécu, mais est paralysé du côté gauche. Son élocution est laborieuse, sa capacité à travailler a disparu. Martha, ma mère, a dû engager un kinésithérapeute pour lui, coûtant plus de $10 000 par mois. Leurs finances se sont rapidement épuisées comme de l'eau s'échappant entre les doigts. Jonathan, mon frère, l'héritier prometteur que mes parents avaient autrefois soutenu, se débat maintenant dans les dettes et l'échec. Lui qui ne s'était jamais soucié de l'argent fait des petits boulots dans un magasin de pièces automobiles pour joindre les deux bouts. Sa femme, lassée de leur pauvreté, est partie avec leur jeune enfant, le laissant dans une location exiguë avec nos parents malades. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles d'érable rouge recouvraient notre jardin et que je jouais avec Ellie dehors, Charlotte est entrée, la voix douce, « Logan, quelqu'un est là pour te voir. » J'ai levé les yeux et j'ai vu ma mère au portail, frêle et grise, ses cheveux plus blancs que dans mes souvenirs. Elle avait l'air vieillie, les yeux rouges, ses mains tremblantes agrippant un vieux sac. Je me suis levé, j'ai dit à Ellie d'entrer avec sa mère, et je suis sorti pour lui faire face. « Logan, dit-elle, la voix étranglée. Je suis désolé. Je sais que nous avons eu tort. Terriblement tort. Ton père est très malade. Nous n'avons plus rien. S'il te plaît, Logan, aide-nous. Juste $50 000 pour son traitement. » Je l'ai regardé, la femme qui m'avait tourné le dos quand j'avais supplié pour la vie de Sophie. Ses yeux ne contenaient maintenant que de l'épuisement et du regret, mais je ne ressentis aucune colère, juste une immobilité froide. Je suis rentré et j'ai récupéré le petit journal que j'avais tenu pendant les années où je m'occupais de Sophie. Ces pages tachées d'encre bavée enregistraient chaque facture d'hôpital, chaque nuit blanche à son chevet, chaque prière sans réponse. Je le lui ai tendu et j'ai dit doucement, « J'ai déjà fait à papa le cadeau le plus précieux, comprendre la douleur que d'autres ont endurée. » Martha a pris le journal, l'a ouvert, et ses larmes sont tombées, faisant baver les mots. Elle a lu en silence, ses épaules secouées comme si chaque mot était un couteau. Je suis resté là à regarder mais je n'ai rien dit de plus. Quand elle a levé les yeux, implorant quelque chose, j'ai seulement secoué la tête. « Rentre chez toi, maman, ai-je dit. Je ne peux pas aider. » Après cela, j'ai discrètement coupé tous les liens avec ma vieille famille.
Je ne nourrissais plus de haine ni ne cherchais vengeance. Le passé les avait punis de la manière la plus cruelle, les forçant à vivre avec la prise de conscience tardive de ce qu'ils avaient fait. J'ai choisi d'aller de l'avant, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour vivre pour moi, pour Charlotte, pour Ellie, et pour Sophie. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Sophie, Charlotte, Ellie et moi visitons sa tombe. Le petit cimetière de Fort Collins reste paisible avec ses rangées d'arbres nus et une douce brise. Ellie, avec des yeux aussi brillants que ceux de sa sœur, pose un petit tournesol sur sa pierre tombale, demandant innocemment, « Papa, est-ce qu'elle peut nous voir ?» Je m'agenouille, lui ébouriffe les cheveux et sourit. « Oui, mon grand. » Elle nous regarde toujours. Mon histoire n'est pas seulement un parcours pour réclamer justice du passé. C'est la preuve que la douleur, si l'on apprend à l'embrasser et à la transformer, peut devenir notre plus grande force. J'ai tout perdu. Sophie, Grace, ma confiance en la famille. Mais je ne me suis pas perdu moi-même. Dans mes jours les plus sombres, assis seul dans un garage froid, écoutant le chant déformé de Sophie à travers une vieille radio, j'ai choisi de me relever. Non pas parce que j'étais fort, mais parce que je ne voulais pas que Sophie devienne un souvenir qui s'efface. Je voulais qu'elle continue à vivre dans ma façon de vivre, dans ma façon d'aimer. Le pardon, j'ai appris, ne signifie pas oublier. Cela signifie se libérer de l'emprise de la douleur, refuser de la laisser vous diriger. Quand j'ai tendu ce journal à ma mère, quand j'ai refusé d'aider ma vieille famille, ce n'était pas de la vengeance. C'était ma façon de leur dire, et de me dire, que j'avais tourné la page. Eux, avec leur fierté et leur froideur, s'étaient emprisonnés dans une cage de regrets. Je n'avais rien de plus à faire. La vie l'avait fait pour moi. En y repensant, mon parcours ressemble à une vieille machine que je réparais. Cassée, rouillée, apparemment irréparable. Mais avec assez de patience, avec ses tours de clétard dans la nuit, elle pouvait redémarrer, fonctionnant plus souplement que jamais. Je n'avais pas une éducation prestigieuse ou une famille qui me soutenait, mais j'avais mes mains, mon cœur, et une promesse faite à Sophie. C'était tout ce dont j'avais besoin pour reconstruire ma vie. Si vous me demandez la plus grande leçon de ces années, je dirais que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ses origines ou ses possessions, mais dans la façon dont elle fait face à l'adversité. Quand le monde vous tourne le dos, quand chaque porte se ferme, utilisez vos propres mains pour en ouvrir une autre. Je l'ai fait non pas parce que je suis exceptionnel, mais parce que je n'ai pas abandonné. Et parfois, le miracle ne vient de personne d'autre. Il vient de votre propre persévérance. Charlotte et Ellie sont la preuve que la lumière existe, même dans les jours les plus sombres. Charlotte, avec son doux sourire et sa foi inébranlable, m'a sorti de l'ombre. Ellie, avec son rire clair et ses yeux brillants, me rappelle que la vie offre toujours de nouveaux départs. Mais Sophie, ma petite lumière, m'a appris à me tenir debout, à aimer, à pardonner. Elle n'est plus là, mais elle n'est jamais vraiment partie. Si vous êtes dans le noir, comme je l'étais autrefois, souvenez-vous que la lumière ne s'éteint jamais. Elle peut être faible, lointaine, mais elle est toujours là, attendant que vous soyez assez patient pour l'atteindre. N'ayez pas peur de la douleur. Laissez-la devenir un carburant, comme je l'ai fait. Et si vous avez été blessé par votre famille, par ceux qui vous sont les plus proches, par des pertes irréparables, ne cherchez pas la vengeance par la haine. Répondez-leur par une vie meilleure. Car lorsque vous vous tenez droit, lorsque vous vivez bien, c'est la réponse la plus puissante de toutes. Je regarde Charlotte et Ellie debout près de la tombe, la brise faisant voler les cheveux d'Ellie. Charlotte sourit, ses yeux disant « Tout ira bien ». Je m'agenouille, posant ma main sur l'inscription « Sophie Carter, la petite lumière de papa », et je murmure « Merci, ma chérie, de m'avoir donné la force ». Le vent transporte l'odeur de l'herbe sèche, et je sens Sophie sourire quelque part dans la lumière du soleil couchant. Nous quittons le cimetière main dans la main, marchant vers la voiture qui attend. Les rocheuses au loin brillent d'un orange, comme une promesse que demain viendra à nouveau. Je serre la main de Charlotte, je tiens Ellie près de moi, et je continue de marcher. La vie, après tout, ne se résume pas à ce que l'on perd. C'est ce que l'on choisit de construire à partir des cendres.